Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une adaptation de jeu vidéo et pas n'importe laquelle. D'habitude, je l'ai fait en voix off, je superpose des images, ça me permet d'écrire tranquillement. Là, je voulais vraiment vous le faire face cam pour que vous voyez mon enthousiasme. J'ai terminé, il est midi à peu près quand j'enregistre cette critique, j'ai terminé la série ce matin, je l'avais commencé hier soir. 10 épisodes d'environ 25 minutes, si on enlève les génériques de début et de fin, en gros vous en avez pour 4 heures. En 4 heures, vous allez vivre une aventure passionnante, émouvante, bouleversante, tragique par moments, et surtout une série maîtrisée totalement, puisqu'il s'agit d'une mini-série. Et non, il n'y aura pas de saison 2, ça a été confirmé jusqu'à présent, après tout est possible, mais normalement, voilà, ça a été confirmé par les propos des producteurs et des créateurs de la série. Il n'y aura pas de saison 2, ils ont imaginé leur histoire comme un début, un milieu, une fin qui s'intègre parfaitement dans l'univers cyberpunk. Je vais vous parler un petit peu de l'univers cyberpunk. Sachez que si vous ne connaissez pas le jeu vidéo de table, Cyberpunk 2020, jeu de rôle, ainsi que le jeu vidéo sorti en décembre 2020, Cyberpunk 2077 sur PS4, PS5 et PC. Il faut éviter la version PS4 complètement buggée, mais sur PS5 et PC, c'est excellent. Même si vous ne connaissez pas, vous allez vous régaler. Et ça va vous donner envie. Et moi, ça m'a donné envie de jouer à Cyberpunk 2077. Et ça me met les boules parce que je n'ai pas de PS5. Et je vous jure que si j'avais une PS5, je l'achète demain et je m'y mets. Et pendant un mois, je décolle pas du jeu. C'est tellement passionnant comme univers. Je vais vous en parler. Première partie, on va faire une petite partie, 4 ou 5 minutes, petite partie sans spoilers, où je vais vous dire tout le bien que je pense et surtout les arguments. Parce que quand vous allez voir les arguments, notamment le doublage, notamment la musique, le visuel, je vais vous en parler. Et ensuite, une autre partie où je vais tout spoiler jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode. Qui reste en vie, qui meurt, que deviennent les personnages, tout ça, je vais tout vous dire. Mais on commence par le commencement. Cyberpunk Edgerunners, c'est basé sur l'univers cyberpunk dont le tout début, c'était un jeu de table créé en 1988 par Matt Pondsmith. Et c'était un jeu de rôle un petit peu comme il pouvait y avoir les jeux papier à l'époque, les jeux de table. Et ensuite, donc, ça a donné lieu à un maximum d'ouvrages dessus, des livres qui ont étoffé l'univers jusqu'à 2020 où il y a eu Cyberpunk 2077 qui a été développé par le studio CD Projekt Red, les créateurs de la saga The Witcher 1, 2 et The Witcher 3 qui a eu le succès qu'on lui connaît. Mais malheureusement, Cyberpunk 2077 à sa sortie a été accompagné d'une énorme polémique totalement justifiée. Il est sorti sur PS4, PS5 et PC et le jeu n'était pas optimisé pour la PS4 qui était en fin de vie. On commençait avec la PS5 et le jeu n'était absolument pas fait pour la PS4. Il y avait des bugs, il y avait des crashs, il y a eu énormément de copies, des millions de copies qui ont été remboursées. Ça a été un bid sur PS4, ça a été considéré comme une arnaque. Alors peut-être le mot est fort, mais c'était pas l'intention initiale. Mais en réalité, ce jeu n'était pas fait pour la PS4, il était fait pour les consoles next-gen ou pour des PC de gamers très puissants par rapport à la résolution. Et du coup, il n'a pas eu le succès à sa sortie, le succès escompté. Et ça a fait plonger au niveau de la bourse CD Projekt Red. Mais depuis, ça s'est amélioré. Ils ont eu sur les versions next-gen des améliorations pour qu'il y ait moins de... Voilà, des améliorations. Mais déjà, sur les versions next-gen, ça allait beaucoup mieux. Mais voilà, il y a eu des améliorations. D'ailleurs, il y a un DLC qui soit est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, soit va sortir l'année prochaine. Mais il y a un DLC. Et surtout, cette série a relancé le jeu vidéo qui fait qu'aujourd'hui, c'est une réussite. Et il est auréolé de bonnes critiques et d'un succès mérité. Parce que, ok, c'était un jeu qui en imposait en termes techniques et il fallait que la machine suive. Mais en réalité, l'univers qui est décrié dans le jeu et les intentions du développeur pour ce jeu Cyberpunk 2077 étaient plus que louables. C'est un univers, alors pour peu que vous aimiez le genre cyberpunk, qui est fascinant. Et quand je vais vous parler du synopsis, et c'est pas le but de la vidéo parce qu'il me faudrait une vidéo de une demi-heure à écrire rien que pour vous parler de l'univers, et ça a déjà été fait par beaucoup d'autres youtubeurs, allez les voir, vous tapez lore, histoire de l'univers cyberpunk et vous allez voir.
Mais quand je vous vais en faire un résumé, vous allez comprendre un petit peu la qualité du scénar. Donc, créé par Matt Pondsmith, cette série animée est animée par le studio Trigger, qui sont, entre autres, un studio qui a participé à Star Wars Vision, qui n'était pas canon avec le reste de l'univers Star Wars. Je crois qu'il y aura une saison 2, il me semble. Star Wars Vision, dont je vais vous parler l'année prochaine sur la chaîne, qui était une sorte de démonstration pour différents studios, pour montrer toute leur qualité technique en termes visuels. Et le studio Trigger, ici, il a fait un boulot de malade. Mais commençons par le commencement, l'univers cyberpunk. On est en 2077. En 50 ans, le monde s'est effondré. À la fin du XXe siècle, en 1993, il y a eu un effondrement. Je vous fais un résumé succinct, bien évidemment. Les spécialistes de cyberpunk vont dire oui, mais t'es passé à côté de tel ou tel détail. C'est pas le but de faire quelque chose d'ultra détaillé, c'est de resituer le contexte. À la fin du XXe siècle, il y a eu un effondrement, il y a eu un virus informatique qui a anéanti une partie du net, des virus, un virus de la grippe qui a anéanti une partie du monde, une guerre nucléaire avec New York qui a été rasée, la bourse mondiale qui a chuté. Ça a été le chaos total. Et là-dedans, on a une ville, Coronado City, en Californie, à mi-chemin entre la Californie du Sud et du Nord. Il y a eu aussi un effondrement, il y a eu aussi un tremblement de terre, hein, le Big One, ce qu'on appelle, vous savez, dans la faille de San Andreas, il y a eu un énorme tremblement de terre en Californie. Bref, on se situe dans quelque chose où ça a été un effondrement à tous les niveaux. Catastrophe naturelle, effondrement de la bourse, effondrement économique, effondrement de partout. Et au milieu de tout ça, on a Coronado City, fondé par Richard Knight, qui va ensuite devenir Night City, qui est une ville qui se veut indépendante. Beaucoup vont se battre pour contrôler la ville, et il va y avoir des méga corporations, notamment je ne sais plus, Megatech je crois, ou Militech et l'autre corporation japonaise que l'on entend parler dans la série, qui vont se battre pour essayer d'avoir le contrôle de la ville. Et au milieu de ça, donc, on va avancer dans le futur. On est au début du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on avance les années 2020, 2030, 2060. Et les gens vont commencer petit à petit à se faire des implants et devenir mi-humains, mi-robots, mi-cybernétiques. Certains vont devenir carrément des cyborgs. Et il va y avoir énormément de gangs. Et ça va être ultra violent. Et au milieu de tout ça, les corporations vont prendre de plus en plus de pouvoir. On est dans un monde totalement post-apocalyptique, où l'apocalypse a été à tous les niveaux. Ça a été de l'ordre d'une révolution. Tout le monde s'est entretué dans des guerres civiles qui ont mis les villes et les continents à feu et à sang, même si ça se passe sur le continent des États-Unis. Et donc, on vit dans une autre ère, une autre époque qui n'a plus rien à voir, qui est ultra technologique, où la nanotechnologie, les puces, l'électronique, la cybernétique, Internet, le tout relié, c'est la base, un petit peu comme si vous étiez dans l'univers Ready Player One. En réalité, pour avoir des références, entre guillemets, je vous parlerai surtout de Matrix et Ghost in the Shell comme références qui vous viendront à l'esprit. Matrix par rapport aux mechas, aux machines. Ghost in the Shell, bon ben voilà, pour ceux qui connaissent Ghost in the Shell, vous comprendrez pourquoi. On est dans cet univers-là. Et en 2077, il va y avoir les événements qui vont se dérouler dans le jeu avec le personnage de Johnny Silverhand joué par Keanu Reeves. Et cette série, elle se déroule 1 an avant les événements du jeu. 1 an avant, en 2076. Et on va y suivre David, le jeune David Martinez, qui est étudiant dans un lycée, dont sa mère se dépense au boulot pour pouvoir apporter de l'argent pour lui financer ses études parce qu'elle veut qu'il réussisse. Au début, dès le premier épisode, ils vont avoir un accident, elle va mourir, il va se retrouver livré à lui-même. Et comme c'est déjà quelqu'un de débrouillard qui essaye qui s'intéresse beaucoup au monde de l'informatique, du net, au monde cybernétique, petit à petit, il va essayer de faire son trou dans ce monde-là. Et il va récupérer une technologie qui va demander à ce qu'on lui greffe une technologie qui va lui permettre d'avoir des mouvements accélérés. Et ce faisant, il va devenir mi-humain, mi-robot. À partir de là, il va intégrer un gang
qui avait des liens avec sa mère, il va intégrer un gang et petit à petit, il va essayer de se faire sa place dans ce gang, sachant que ces technologies qu'il se greffe, ces humains augmentés, ces humains améliorés, ces technologies, ça les fait devenir de plus en plus cinglés jusqu'à basculer dans la psychopathie, jusqu'à totalement péter les plombs. Et lui résiste, il résiste plus facilement que d'autres à cette folie qui gagne les gens qui sont greffés de partout. Et pour ça, il va attirer l'attention d'une des deux corporations, la corporation japonaise de Night City, qui vont vouloir mettre la main sur ce jeune David pour essayer un prototype de technologie encore plus puissante mais instable sur les gens. Et donc, ils sont très intéressés de mettre la main dessus. Et il va se faire des ennemis, il va se faire des amis, et notamment dans ce gang, il va se faire une copine de qui il va tomber très amoureux, qui s'appelle Lucy. Et à partir de là, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce sera pour la partie avec spoilers. Donc, le personnage, on le découvre, c'est encore un ado, plutôt gentil, pas naïf, mais un petit peu docile, obéissant à sa mère. Et il va avoir une énorme évolution dans la série. Mais vraiment une énorme évolution, et c'est en cela que c'est extrêmement bien écrit, parce qu'on la voit l'évolution. Au fur et à mesure des épisodes, on se dit, mais waouh, quel chemin parcouru depuis le début de la série. On a vu ce personnage s'affermir, devenir de plus en plus adulte, devenir de plus en plus sûr de lui, de plus en plus responsable. On a vu les gens autour de lui qui au début ne le connaissaient pas et le considéraient comme un étranger. Petit à petit, il a gagné la confiance, il a gravi les échelons. C'est extrêmement bien écrit et surtout, les personnages sont très attachants. Et ça, c'est dû notamment au casting vocal. Et le casting vocal, je vous le dis, Alexis Thomasian qui joue, donc qui double, on pourrait dire qu'il joue parce que les doubleurs, ce sont des comédiens de doublage, donc qui double le personnage de David Martinez. Et donc, je vous parle des voix françaises, je ne vous parle pas des voix américaines ni japonaises. Alexis Thomasian, c'est le doubleur français de Aaron Taylor Johnson et Tobey Maguire. Donc déjà, vous voyez un petit peu la voix. Dorothée Pousseo, que j'adore Dorothée Pousseo, j'adore sa voix. Elle fait passer tellement d'émotions. Elle fait Lucy, la jeune la netrunner, c'est-à-dire des gens, parce que bien évidemment, on est dans un monde futuriste où ils sont tous branchés par des câbles, à des réseaux, ils peuvent hacker depuis leur esprit. Vraiment, on est sur des humains qui sont augmentés, améliorés, ils ont des câbles de partout, ils ont des armes qui sont greffées dans les bras, ça pourrait vous faire penser à Cobra notamment. Bref, Dorothée Pousseo, elle fait Lucy. Et elle est bouleversante. Mais je vais y revenir dans la partie avec spoilers. Ensuite, on a Ingrid Donadieu qui fait le personnage de Kiwi, une autre fille du groupe, qui est une des hackeuses les plus talentueuses du groupe. Et Ingrid Donadieu, c'est la voix française de Gal Gadot, notamment. Ensuite, on a Boris Rellinger, Jason Statham, Ben Affleck. On a David Kruger, qui fait Dwayne Johnson, la voix française. On a Bruno Coel, notre Bruno Coel, que l'on connaît bien évidemment pour Ewan McGregor, mais aussi pour Mark Wahlberg. Jérôme Powell, vous le reconnaîtrez tout de suite, la voix française de John Berntal et de Jeremy Renner. Et on a même dans un épisode Donald Renew qui vient prêter sa voix à un personnage qui est là de passage. Je ne vous dis pas lequel, vous découvrirez. Bref, vous avez bien compris qu'entre Dorothée Pousseo, Boris Rellinger, David Kruger, Ingrid Donadieu, Jérôme Powell, on a la crème de la crème du doublage français et leurs voix sont reconnaissables entre mille. Et ça fait passer beaucoup d'émotions. On arrive à s'attacher au personnage parce qu'on voit, même si vous avez forcément vu au moins une fois la tête de Dorothée Pousseo, de Donald Renew, de Bruno Coel, on les reconnaît. On reconnaît leur voix et ils ont une personnalité à travers leur voix. Et ça nous fait nous attacher encore plus au personnage. Mais les dialogues sont de qualité. Les interactions entre les différents personnages. Et puis les personnages sont bien écrits. On a notamment Lucy et David, leur relation elle est extrêmement bien écrite, très émouvante, elle est avec beaucoup de pudeur. Mais attention, vous allez voir beaucoup de pudeur, mais c'est une série qui est absolument pas tout public, parce que niveau violence et nudité, c'est hard, surtout niveau violence. Mais il y a quand même beaucoup de pudeur entre les personnages, des non-dits, les personnages peuvent rester à côté l'un de l'autre, il y a beaucoup de romantisme,
sans se parler, on sent qu'ils se comprennent. C'est une série qui est très paradoxale, malgré la violence du contexte. Et des hectolitres de sang, vous allez en avoir, des têtes explosées, des crânes. C'est-à-dire c'est extrêmement violent. Attention, c'est pas pour les gosses. D'ailleurs, je comprendrais même pas que des gosses regardent cette série. C'est un truc qui est interdit au moins de 16 ans quand même. Donc, malgré l'ultra-violence de ce monde, mais c'est normal, on est dans un monde où il y a des gangs de partout, il y a plus, les autorités peuvent laisser crever des gens qui n'ont pas d'assurance maladie, ils viennent sur place, ils regardent, telle personne elle a une assurance maladie, on la sauve, telle autre, on la laisse crever sur place. Vous voyez, on est dans ce monde-là, un monde sans pitié. Donc, malgré la violence et malgré la nudité, parce que dès lors qu'il y a des gangs, dès lors qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus vraiment de morale, et les personnages en plus, ils sont tous à moitié à poil parce qu'ils ont besoin d'être reliés à des câbles, donc forcément ils ne le font pas habillés, et puis il y a une espèce de comment dire ça, de liberté entre guillemets, où ça parle de sexe, voilà, il y a pas mal de personnages qui sont un peu cringe, notamment un qui se fait greffer des mains géantes parce que c'est un gros branleur et qu'il passe son temps à regarder du porno en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est un autre thème de la série. Bref, ça reste trash, mais sur ces deux personnages, le personnage donc de David et de Lucie, il y a beaucoup de pudeur entre eux et une relation romantique profonde va se développer et elle est très touchante. Surtout de la manière dont ça se développe dans les derniers épisodes. En plus de ça, on a le petit personnage donc de Rebecca. Rebecca qui est une jeune ado complètement perchée, mais elle est tout le temps furieuse et en même temps avec beaucoup d'humour, elle est à moitié hystérique et tout le temps en train de crier et de rire en même temps. On a le personnage de Maine qui est le leader du groupe, ultra baraqué, le gros cœur tendre. Bref, c'est pas des personnages stéréotypés. C'est pas des personnages qu'on a l'habitude de voir dans les séries habituelles. Et c'est vraiment japonais. Ça, c'est ce qui m'a frappé le plus. On est vraiment face à un manga japonais. Comme je vous dis, vous allez penser beaucoup à Ghost in the Shell, mais pas seulement. Vous allez penser notamment à la série Kenshin, que je regardais quand j'ai été beaucoup plus jeune, mais ainsi que la série Street Fighter. Il y avait une série d'animation qui était bien violente, avec le personnage de Vega, ça tranchait de partout. On est sur ce genre de série. C'est une série adulte, c'est une série mature. Et surtout, c'est une série qui a des gros arguments visuels. Parce que la réalisation pleine de couleurs, avec ces décors qui sont sublimes, qui sont absolument pas fouillis, le coup de crayon, le coup de crayon, c'est fait par ordinateur. Les décors peuvent être très précis et les visages aussi. C'est pas des visages caricaturaux où voilà, on sent que c'est dessiné un petit peu au crayon à fusain. Non, ici les lignes, les courbes sont nettes, sont précises et en même temps il y a de la chaleur qui se dégage de ces personnages. L'animation est très très bien faite. Mais vraiment, c'est beau visuellement. C'est très différent d'Arcane. Arcane, je vous en parlerai l'année prochaine sur la chaîne, la série Netflix. Mais c'est quand même différent des autres séries Netflix. Ici, c'est plein de couleurs, de néons, mais c'est normal, on est dans un univers cyberpunk, donc il y a énormément de néons de partout. Et pour ceux qui aiment ce genre d'univers, vous allez vous régaler, ultra technologique. En tout cas, visuellement, c'est une claque. Et enfin, au niveau de la musique, c'est pas n'importe quel compositeur, c'est Akira Yamaoka qui a composé tous les Silent Hill. Donc forcément, compositeur excellent. Et on a un morceau, notamment, alors en plus du générique de début et du générique de fin qui sont chantés et qui sont excellents, on a une chanson qui s'appelle I Really Want to Stay at Your House de Rosa Walton, qui était déjà présente dans la bande originale de Cyberpunk 2077 et qui ici accompagne une scène de début et la scène de fin, les scènes les plus romantiques, les plus touchantes de la série. Cette chanson I Really Want to Stay at Your House de Rosa Walton est vraiment sublime. Ça se termine d'une manière assez poétique. La série se termine d'une manière un peu, un peu poétique, un peu tragique même, touchante en tout cas. Ça fait réfléchir. Les personnages sont vraiment
très bien écrit, très attachant, et la fin risque de vous le bouleverser parce que en l'espace, comme je vous dis, de 4 heures, vous allez vous attacher au personnage, et ça, c'est une prouesse, c'est pas toutes les séries où en l'espace de 4 heures, on est capable de s'attacher aux personnages qui au début sont des personnages lambda et qui au fur et à mesure prennent de l'importance dans l'affection qu'on peut avoir pour ces personnages-là, au point que quand il arrive certaines choses à certains personnages, on est bouleversé. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers. J'avais dit que je ferais que 4 ou 5 minutes, j'en suis déjà à 20 minutes. Donc, regardez Cyberpunk Edge Runners. Moi, ça m'a donné vraiment envie de jouer à Cyberpunk 2077. Peut-être un jour, j'aurai la PS5. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est loin d'être le cas. Mais si un jour j'ai la PS5, c'est le premier jeu que j'achèterai et que je ferai. Parce que c'est le genre de jeu. En plus, il y a des composantes RPG dans Cyberpunk 2077 et il y a une grande liberté de jeu. Et moi, c'est tout ce que je recherche. C'est pas tant des jeux de plateforme qui m'intéressent, c'est surtout des RPG avec beaucoup de liberté. C'est pour ça que pour moi, Elden Ring a été le meilleur jeu et je suis content qu'il soit le GOTY 2022. Mais voilà, c'est ce genre de jeu que j'adore où on peut se perdre parmi des milliers, des centaines de personnes dans plein d'endroits différents où il y a une liberté quasi totale. Et Cyberpunk 2077, c'est ce genre de jeu. Et alors en plus dans un univers où voilà, qui est totalement crédible parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Guerre nucléaire, une ville rasée, puis une autre. Le pouvoir qui tombe aux mains de factions, de méga corporations qui font du business avec l'armement. Au milieu de tout ça, des virus informatiques, du hacking, des virus, le virus de la grippe ou autre. Une chute, un effondrement du système, un redessinage de la géopolitique mondiale. Ça pourrait arriver. Toutes les composantes sont là dans notre réalité. Donc on pourrait, d'ici la fin du 21e siècle, être dans un monde comme le monde de Cyberpunk 2077. Donc j'adore ce genre d'univers, j'adore le post-apocalyptique. En plus, moi je crois en un effondrement prochain de la civilisation. Autant vous dire que ça me chauffe à mort de jouer à un jeu comme ça. Mais bon, j'ai pas la PS5 et sur mon PC n'est pas assez puissant pour pouvoir faire tourner le jeu en résolution maximale. Déjà, j'arrive à faire tourner Elden Ring, je sais pas comment j'arrive, mais bon, voilà. Donc, écoutez, si un jour je joue à Cyberpunk 2077, vous aurez une critique beaucoup plus détaillée où je vous mettrai tous les détails de la série, je vous dirai, voilà, il y a tel ou tel objet, que l'on retrouve tel ou tel personnage. Il y a notamment un personnage qui est dans les jeux et qui est dans la série, notamment dans les derniers épisodes. En tout cas, regardez cette série, ça vous donnera probablement envie de jouer au jeu. Si vous avez joué au jeu, à mon avis, vous avez joué à la série. Et si vous avez arrêté de jouer au jeu parce que vous avez été dégoûté des bugs, remettez-vous, mais cette fois-ci, mettez-vous à une version non buggée, c'est-à-dire PS5 ou PC, parce que Cyberpunk 2077, c'est quand même un univers extrêmement riche et passionnant. Et sur ce, on passe à la partie spoilers dans 3, 2, 1, spoilers. Alors, à la fin, le personnage de David Martinez meurt. Petit à petit, il est devenu un être cybernétique, de plus en plus cyborg, au point de péter les plombs. Et en fait, même s'il supporte bien ses greffes à chaque fois qu'il fait, euh, dans sa tête, dans son esprit, et il repense beaucoup à sa mère, tout ce qu'elle lui a dit en début d'épisode. C'est ça qui est terrible, parce qu'on sent qu'il avait toute la vie devant lui, on sent que c'était quelqu'un de très intelligent, de dévoué, qui avait l'esprit de sacrifice, qui avait envie de prendre soin des autres, quelqu'un de profondément bon. On sent qu'il aurait pu aller très très loin, que ça aurait pu être un héros, et en réalité, à partir du moment où il a rencontré Lucie, qu'elle lui a fait part de ses rêves, notamment quand ils ont fait ce voyage sur la Lune en réalité virtuelle, et où elle lui a expliqué qu'elle rêvait de vivre sur la Lune, que c'était son rêve et qu'elle voulait accomplir son rêve, et qu'elle se sentait prisonnière sur Terre, dans cette ville de Night City. En fait, elle lui dit, on est différents, moi je vis pour accomplir mon rêve, et toi tu n'as pas de rêve à toi, en fait, tu vis la vie qu'on t'a tracée, tu dois trouver ton rêve. Et en fait, on s'aperçoit que tout au long de la série, toutes les actions qu'il a faites, elles avaient pour but de rendre le rêve de Lucie réel. Il a tout fait pour qu'elle ait de l'argent de côté, qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle arrête d'être traquée par les corporations, parce que c'était
une netrunner qui appartenait à la corporation japonaise. Ça avait été une enfant élevée dans cette corporation japonaise, élevée pour pouvoir hacker à des fins militaires et économiques. Et il arrive à faire en sorte qu'elle soit débarrassée de tout ça et qu'elle puisse vivre sa vie rêvée. Et pour ça, il faut qu'il se sacrifie, il faut qu'il se batte, notamment en enfilant un exosquelette cybernétique qui va lui faire péter les plombs, parce que petit à petit, son système nerveux est en train de dérailler, même s'il le supporte mieux que d'autres, il est en train de devenir petit à petit, de basculer dans la psychose et dans la psychopathie. Donc il réunit les dernières ressources physiques, mentales et les souvenirs qui lui restent de sa mère qui lui avait dit de gravir les échelons, de devenir quelqu'un de bien parce que c'était quelqu'un d'intelligent et que sa mère avait foi qu'il deviendrait quelqu'un de bien. Et en fait, il va tout faire pour accomplir le rêve de Lucie. Et à la fin, il va se sacrifier pour qu'elle puisse partir sur la Lune. Et donc, on voit la Terre depuis la Lune. On voit Lucie arriver sur la Lune. Et il lui dit, en réalité, il lui laisse le message à un des autres membres du groupe, un des seuls qui survit, parce que le groupe se fait décimer petit à petit. Le message qu'il lui laisse, c'est qu'en réalité, il avait trouvé son rêve, et son rêve à lui, c'était d'accomplir son rêve à elle. C'est ça qui le faisait rêver, parce que dès qu'il l'a rencontrée, il est tombé très amoureux, et elle aussi est tombée très amoureuse de lui, et il a décidé de tout faire de manière désintéressée, de donner sa vie pour elle, et il savait que au bout, il survivrait pas, mais son but, c'était qu'elle survive et elle soit heureuse. Et ça, c'est très mature pour une série d'animation, surtout d'une série dérivée d'un jeu vidéo. Mine de rien, il y a beaucoup de thématiques dans cette série. Le sentiment de liberté, d'être borderline, en dehors des règles, la réalité virtuelle et tout ce que ça peut impliquer comme conséquence, le hacking, euh, les méga corporations et toute l'économie de guerre qui est faite pour déstabiliser. Il y a plein de thèmes qui sont très intéressants. J'ai pas tout en tête, honnêtement, parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pensé pendant que j'étais en train de regarder la série et que probablement j'ai oublié depuis. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a une vraie maturité sur les personnages, que ce soit même le personnage de Rebecca, euh, cette petite furie qui en réalité est amoureuse de David, qui ose pas lui dire, qui est une vraie amie pour lui. La relation père-fils, mentor-élève, grand frère avec Maine, le leader du groupe, qui dans un premier temps le prend un peu pour un bleu, mais ensuite petit à petit le prend sous son aile, et puis lorsque il va devenir fou, parce que Maine lui aussi est greffé de partout, il va petit à petit sombrer dans la psychose et dans la psychopathie. C'est David qui va devenir le leader du groupe, qui va s'imposer naturellement. On voit son parcours, et ça c'est fort. C'est fort de voir un jeune qui était pas gringalé, mais qui était un physique normal, et qui devient petit à petit une bête, quoi, qui est un humain qui a plus de mécanique dans le corps que d'organique, et qui prend de l'importance, qui prend du charisme au sein du groupe. On a aussi les états d'âme de Kiwi, qui dit à tout le monde de n'avoir confiance en personne, et qui en réalité est une traître, qui les vend à un mercenaire qui, aura fait, qui a fait un contrat avec les corporations, qui essayent de se servir des corporations pour monter les échelons dans la société, qui va finir par se faire tuer avant de la tuer à elle. Enfin, avant ça, il blesse mortellement Kiwi, donc cette autre hackeuse du groupe. Et voilà, avant de mourir, elle essaye de se racheter. C'est vraiment plein de personnages qui ont tous leur personnalité propre, leurs états d'âme. Mais c'est vrai que c'est ultra violent, parce que vous allez avoir plein de têtes qui sont des têtes éclatées, des membres arrachés, des gens qui vont se faire démembrer. Ça parle de sexe, bien sûr. Il va y avoir des scènes de sexe. Alors, c'est très étonnant que sur ce genre de série sur Netflix, vous avez quand même des scènes de sexe frontales. Alors, attention,
On ne voit pas tout, c'est pas du porno non plus, c'est de l'érotique, mais des filles dénudées, après ça reste de l'animation, hein, donc c'est pas du réel, mais quand même, des filles dénudées, vous allez en avoir. Il y en a certaines, ça va être assez érotique parce que bah, c'est dans un contexte de relations sexuelles, et d'autres qui ne seront pas forcément érotiques parce que sont nues, parce qu'elles sont branchées à des câbles, elles sont voilà, donc elles sont pas forcément dans une activité sexuelle. Mais oui, il y a de la nudité frontale, il y a beaucoup de violence, il y a pas mal de grossièreté aussi. Donc c'est une série absolument pas à réserver aux enfants, c'est une série pour les adultes. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le prouver, j'ai pas besoin de vous convaincre. Vous savez que l'animation, c'est pas uniquement pour les enfants, c'est aussi pour des adultes. Et que le contenu animé, que ce soit un film animé, une série animée, c'est pas parce que c'est animé que c'est automatiquement pour les gosses. Parfois, c'est réservé à des adultes. Mais là, faut vraiment, je vous dis, si vous êtes parent, ne mettez pas ça sous les yeux de vos enfants. Il y a plein d'autres séries d'animés, notamment Sonic Prime, dont je vous parlerai demain, euh, qui pour le coup, c'est beaucoup plus pour les enfants. Mais Cyberpunk, c'est vraiment une œuvre mature, adulte, où il y a quelque chose de philosophique, quelque chose de politique, il y a de la romance, il y a un vrai regard sur la société, sur une société borderline, et ce sentiment de liberté, d'être en marge de la société. Ça donne envie de rejoindre le groupe, ça donne envie d'être en marge de la société et de se dire, en fait, si on était à la place du personnage de David, il perd tout. Il est rejeté par son école, qui le vire, parce qu'il n'est pas accepté par les autres élèves, qui sont des fils de riches. Et lui, c'est le fils d'une ouvrière, donc il n'est pas, c'est pas quelqu'un dont ses parents sont des riches qui font partie de la corporation, des différentes corporations. Donc ce sentiment d'être rejeté par la société. Quand vous perdez la seule encre que vous avez, la seule encre affective et morale, en gros vos parents, ben, vous vous retrouvez à la rue. Alors en plus, on est dans un monde impitoyable. Ils ne payent pas leur loyer, ils sont mis à la porte direct. Euh, mais quand vous êtes dans un monde comme ça, comment vous faites quand vous êtes tout seul? Est-ce que vous n'allez pas basculer dans l'illégalité, rejoindre un gang? C'est une question qui se pose à tous. Et en plus, dans un univers ultra connecté où ils peuvent se faire de l'argent facilement en faisant des crimes, alors dans un premier temps du vol, puis petit à petit du meurtre, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces personnages-là? C'est une série qui pose des questions et dans un univers dont on sent qu'il y a une richesse et une profondeur et des possibilités scénaristiques quasi infinies. Donc ça, c'est exploité dans le jeu, mais c'est clair que ça donne envie d'y jouer et ça donne envie d'avoir encore plus d'histoire dans cet univers-là, et pourquoi pas un jour peut-être une adaptation cinéma. Ça, ce serait un rêve, mais il faudrait vraiment mettre les moyens, et il faudrait vraiment que les équipes du jeu et, que le créateur à la fois du jeu, Matt Pondsmith, mais aussi des équipes de japonais, soient impliqués, parce que on peut pas faire un truc américanisé. C'est vraiment une ambiance japonaise, clairement. C'est une œuvre majeure en termes d'adaptation de jeux vidéo. C'est une des autres preuves, s'il en fallait, que non, toutes les adaptations de jeux vidéo ne sont pas mauvaises, et que oui, en 2022, et depuis maintenant plusieurs mois, les jeux vidéo commencent à être pris très au sérieux. Je m'en réjouis parce que moi, les fondements de ma chaîne, c'est de parler des adaptations de jeux vidéo en priorité. Et je pense que cette décennie qui va arriver, 2020, 2030, voire même jusqu'à 2040, c'est les adaptations de jeux vidéo qui vont se multiplier et qui vont concurrencer fortement, voire peut-être qui vont dépasser en qualité les films de super-héros qu'on a déjà depuis 15 ou 20 ans. Pour moi, les films de super-héros, ça commence à se casser la figure. Quand on voit la phase 4 de Marvel, quand on voit, vous avez vu ma vidéo hier sur DC Comics, moi c'est terminé. Le DCU, pour moi, c'est fini. Je veux même plus rien savoir. Seuls les projets indépendants m'intéressent, comme les Batman de Matt Reeves ou les Jokers de Todd Phillips. Mais sinon, le reste, je veux plus rien savoir. Pour moi, c'est vraiment les adaptations de jeux vidéo, à la fois au cinéma et en série, en live action ou en animé, qui vont prendre le dessus, en tout cas qui vont fortement concurrencer. Et quand on voit le nombre de gros jeux vidéo qui vont être adaptés en série ou en film et qui vont arriver ces prochains mois, je peux vous dire que la qualité,
On est très très loin de l'époque des années 90, 2000, où on avait des jeux vidéo qui étaient adaptés et qui étaient vidés de toute leur substance, façon les films de haut et bol. Non, aujourd'hui, c'est pris au sérieux, que ce soit au niveau du casting, de la musique, de l'écriture, et ça me réjouit grandement. Et donc, 2023, on va parler encore plus des adaptations de jeux vidéo, en espérant qu'on ait The Last of Us qui sorte chez nous en France. J'espère vraiment que ça va être soit sur OCS, soit Amazon, mais pas que. Ce serait un tel gâchis que ce soit pas dispo légalement, parce que sinon tout le monde va télécharger la série. Forcément, c'est une évidence, mais voilà, il faut vraiment qu'ils se bougent et qu'ils nous le sortent en France. Et puis de toute façon, entre ça et les autres adaptations qu'on va avoir, que ce soit Ghost of Tsushima, la série God of War qui est en préparation pour Amazon Prime, toutes les autres séries d'animation et les films, on va se régaler. Donc comptez sur moi pour vous en parler, seul ou en live, on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée. On se retrouve demain pour Sonic Prime. J'ai échangé, normalement je devrais vous en parler aujourd'hui de Sonic Prime et demain de Cyberpunk Edge Runners. Mais finalement, voilà, Sonic Prime, je vais regarder tranquillement ce soir et je vous en parlerai demain. Passez une bonne fin de semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.